Bonjour et bienvenue dans l'émission 60 ans, 60 regards, une émission consacrée au 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir sur ce plateau Hervé Juvin, membre du Parlement européen et président du mouvement Les Localistes. Nous allons évoquer un certain nombre de sujets concernant les relations entre la Chine et l'Europe. Hervé Juvin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On sait que la reconnaissance de la République populaire de Chine par le général de Gaulle, c'était dans une époque, on va dire, c'était en pleine guerre froide. Donc cela a suscité beaucoup de critiques violentes, notamment de la part des Américains. Il a fallu donc beaucoup de courage pour affirmer l'indépendance de la politique étrangère de la France. À votre avis, est-ce que la France a encore ce courage aujourd'hui? D'abord, je tiens à saluer les 60 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Le général de Gaulle était porteur d'une vision exigeante de la souveraineté de la France. Le général de Gaulle a maintes fois répété son attachement à l'indépendance de la France, ce qui ne signifie pas de remettre en cause des alliances comme celle qui nous lie aux États-Unis, mais ce qui signifie aussi qu'une alliance, elle n'est pas faite de suiveurs, elle n'est pas faite de béni-oui-oui. Les relations entre alliés doivent être des relations franches, des relations de débat, et peuvent aussi accepter les divergences d'opinion. Alors, vous m'avez posé une question sur le courage de la France. Bien, je vous rappellerai que le président Emmanuel Macron a maintes fois affirmé son attachement à l'autonomie stratégique de la France. L'autonomie, ça n'est pas tout à fait l'indépendance. Mais l'autonomie, ça signifie que dans des domaines essentiels, la France est capable d'agir par elle-même, avec ses propres forces, sans dépendre des autres. Et j'ajouterais que Marine Le Pen, chef du principal mouvement d'opposition, a souvent répété son attachement à la notion d'équidistance. Oui, la France est alliée des États-Unis, mais oui, la France doit continuer à parler, doit continuer à entretenir des relations diplomatiques et à approfondir ses échanges avec tous les autres pays du monde et bien entendu avec cette puissance totalement majeure qu'est la Chine. Mais quelle différence faites-vous entre l'autonomie stratégique et l'indépendance? L'indépendance, c'est un mot plus politique. L'indépendance signifie qu'un pays décide librement pour tout ce qui le concerne en fonction de son seul intérêt national. L'autonomie signifie que dans des domaines tels que l'énergie, tels que l'alimentation, tels que la sécurité et la défense, un pays est capable de subvenir à ses propres besoins. L'autonomie, c'est donc une notion plus limitée, plus économique et je dirais plus instrumentale que l'indépendance. Mais les deux notions ne sont non seulement pas opposées, mais l'autonomie est une des conditions de l'indépendance. Et je souhaiterais pour ma part qu'après s'être assuré ou avoir retrouvé un certain nombre des moyens de l'autonomie, par exemple, nous devons retrouver notre autonomie en matière alimentaire. Par exemple, et grâce au nucléaire notamment, nous devons retrouver notre autonomie en matière énergétique. Ce sont les préalables à une politique d'indépendance dont je souhaite qu'elle soit restaurée. Mais dans ce cas-là, comment expliquez-vous le fait que, alors que, à son retour de la visite d'État en Chine, M. Macron a prononcé le mot autonomie stratégique, cela a suscité beaucoup de critiques assez violentes de la part de, on va dire, d'un certain nombre de députés français et européens. Pourquoi? Qu'est-ce qui les a offensés? Alors, le mot d'autonomie stratégique a choqué certains qui n'envisagent la France que comme une région subordonnée à une Union européenne qui rêve de se transformer en État-nation dont les États européens ne seraient plus que des provinces. Et elle a également choqué ceux qui ne voient pas d'autre avenir dans l'Europe qu'assujettis aux États-Unis. Ceci me paraît une erreur grave et ceci me paraît un sujet de désaccord politique fondamental. La question posée en même temps ne se résume pas à une opinion. Est-ce que la France prend concrètement les moyens de son autonomie stratégique? Est-ce que la France agit, par exemple, à l'occasion du conflit en Ukraine? Par exemple, à l'occasion de l'opération de destruction du Hamas à Gaza? Par exemple, à l'occasion d'autres conflits en Afrique? Est-ce que la France agit réellement en pleine autonomie, garante de son indépendance?
Ou est-ce que la France est subordonnée à d'autres intérêts et à d'autres directives, par exemple émanant de l'Europe ou par exemple émanant des États-Unis? La question reste posée. Il y a une ambiguïté fondamentale dans un certain nombre des positions et dans un certain nombre des actes diplomatiques de la France. Je souhaite pour ma part que le président Emmanuel Macron et la diplomatie française lèvent ces ambiguïtés. Et pourquoi ces ambiguïtés? Comment vous les expliquez? Ces ambiguïtés s'expliquent tout simplement. L'Union européenne souhaite s'arroger des compétences qui ne sont pas les siennes en matière de politique internationale, en matière de politique étrangère et en matière de défense. Et très clairement, la France, qui s'est dotée d'une force nucléaire indépendante, encore une fois grâce au général de Gaulle, la France qui avait rompu avec le commandement intégré de l'OTAN, tout doucement, par petits pas insensibles à l'opinion, est peu à peu rentrée dans le rang et de plus en plus assujettie à l'OTAN, aux États-Unis, et abandonne une part importante de son autonomie stratégique et de son indépendance à l'Union européenne. Je souhaite pour ma part que la France retrouve pleinement et son autonomie stratégique et affirme son indépendance politique. Donc, si j'ai bien compris, de votre point de vue, la France d'aujourd'hui est moins indépendante, moins autonome qu'elle l'était sous, on va dire, de Gaulle. La situation du monde a changé. Revenons à l'origine. En 1964, la France est un pays développé. En 1964, la France s'est dotée de l'arme nucléaire. En 1964, la France fait partie des puissances qui, malgré la perte de son empire colonial, comptent dans le monde. Regardons la réalité en face. Nous sommes en 2024. La Chine est, selon les critères, la première ou la seconde puissance mondiale. La France demeure une voix qui compte et qui porte dans le monde, mais la France n'est plus dans les puissances que 6e ou 7e. La France voit l'ascension de nouvelles puissances, qui pour certaines sont d'anciens pays colonisés, et donc la France n'est absolument pas aujourd'hui dans la situation qui était la sienne en 1964. Vous en conviendrez aisément. Cela signifie que la question du rôle politique de la France, la question de la place que la diplomatie française peut jouer dans le monde, et la question du rôle qu'un président français ou un gouvernement français peut jouer dans le monde a fondamentalement changé. Pour ma part, je pense qu'il y a 2-3 fondamentaux qui, eux, ne devraient pas changer. La France est un artisan de la paix. Et la France, dans toutes les circonstances, y compris à l'occasion de l'opération spéciale de la Russie en Ukraine, y compris après l'attaque terroriste du Hamas et l'opération israélienne à Gaza, y compris les drames qui se déroulent actuellement au Soudan, qui se déroulent actuellement dans d'autres parties du monde et qui restent largement non commentés et peu connus, la France doit toujours être une force et une voix pour la paix. Cela signifie que la France retrouve sa grande tradition de non-alignement. Le plus beau compliment qui a jamais été fait à la France vient du secrétaire général des Nations Unies, M. Boutros-Boutros-Ghali, quand, dans les années 80, il avait dit « Partout dans le monde où il y a des non-alignés, ils parlent français ». Je ne connais pas de plus beau compliment fait à l'indépendance de la France et à son esprit de liberté. Et je souhaite que la France retrouve cette position. La modernité nous conduit à parler plutôt de multi-alignement que d'alignement. Oui, nous sommes alliés des États-Unis. Oui, nous pouvons ouvrir nos portes, commercer avec beaucoup de pays dans le monde. Oui, nous pouvons travailler avec eux à la paix. Ça, c'est la voie de l'indépendance. Et puis le troisième point, c'est naturellement le respect de la souveraineté. Je pense que l'Union européenne est sur un chemin très dangereux quand l'Union européenne prétend faire la leçon au reste du monde. Je suis toujours étonné au Parlement de Strasbourg avec quelle inconscience les députés votent des recommandations, des conseils ou des menaces à l'ensemble des gouvernements du monde. Nous ne sommes pas dans la position de donner des leçons au reste du monde. Et je souhaite pour ma part que la France adopte une position de respect mutuel, adopte une position de strict respect de la souveraineté et de nos ingérences dans les affaires étrangères des pays étrangers. C'est la voie de la paix, c'est la voie de la concorde, et pour moi, c'est la voie du progrès partagé. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire part de votre point de vue à la présidente de la Commission européenne en la matière? Je suis plusieurs fois intervenu au Parlement en séance plénière, devant Mme Ursula von der Leyen, devant le haut représentant Joseph Borrell. Simplement, ce que j'observe, c'est que l'Union européenne, pour des raisons tout à fait compréhensibles liées à l'expérience historique particulière des pays de l'Est,
me semble de plus en plus être sur une voie de dépendance à l'égard des États-Unis. Et c'est pour moi l'une des conséquences catastrophiques de la guerre en Ukraine. La première victime de la guerre en Ukraine, en dehors de ces pauvres, jeunes et courageux Ukrainiens qu'on a envoyés par centaines de milliers mourir dans une guerre qui pour moi est une guerre pour rien, il lui suffit d'accorder aux provinces de l'Est ukrainien le statut d'autonomie qu'elles méritaient et qu'elles réclamaient, et cette guerre n'aurait pas eu lieu. Ce que j'observe, c'est que la seconde victime de ce conflit en Ukraine, c'est l'Union européenne. L'Union européenne est infiniment plus dépendante des États-Unis, notamment pour les fournitures de gaz naturel liquéfié qu'elle ne l'était autrefois. L'Union européenne est dans une situation d'endettement qui s'est gravement détériorée à la suite des concours apportés à l'Ukraine. Et j'ai très peur que l'Union européenne soit entraînée dans une guerre qui n'est pas la sienne et ne sache pas tenir le discours de la paix qui devrait être le sien. En ce sens-là, vous n'êtes pas tout à fait du même avis que le président Macron. Parce que le président Macron, lorsqu'il est allé en Chine, a fait part justement de ses préoccupations par rapport à la guerre en Ukraine au président Xi Jinping. Parce qu'on connaît l'attitude de la Chine à l'égard de cette guerre en Ukraine. Voilà, la Chine a essayé d'observer une attitude neutre et surtout la Chine a appelé à de nombreuses reprises au cessez-le-feu. Alors que la France et d'autres pays de l'Union européenne n'ont pas cessé d'envoyer des armes lourdes à l'Ukraine. Et pour beaucoup d'observateurs, c'est une façon justement de faire perdurer cette guerre. Alors, M. Macron, lorsqu'il est allé en Chine, a fait part donc de ses préoccupations au président Xi Jinping en disant que si la France soutient l'Ukraine, c'est parce que la France, en fait, craint la menace de la Russie. Et c'est une crainte qui est justifiée. Quel est votre point de vue là-dessus? Ça m'a permis de comprendre la position du président français parce qu'au début, je ne comprenais pas. On va dire, cet engagement de la France vis-à-vis de l'Ukraine. La position du président Macron répond à un sentiment largement partagé et largement diffusé au sein de l'Union européenne, un sentiment qui est très largement promu par nos alliés américains. Nos alliés américains font de la Russie une menace et veulent faire croire à l'ensemble de l'Europe que la Russie ne s'arrêtera pas aux provinces de l'Est de l'Ukraine et qu'aujourd'hui la Russie est une menace pour l'ensemble de l'Europe. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à y croire pour des raisons évidentes qui sont notamment démographiques. Vous savez que la Russie vit un hiver démographique. Je ne vois pas comment la Russie aurait à la fois les moyens démographiques et l'ambition de conquérir un espace à l'ouest qui n'est pas le sien, un espace à l'ouest qui n'a pas de lien particulier avec la Russie. Et donc, mon sentiment est que la Russie essaye de protéger, pour des raisons que l'on peut comprendre, les minorités russophones de Crimée et du Donbass, et que la Russie n'a pas l'intention d'aller plus loin. Ce que je regrette pour ma part, et ce qui me paraît extrêmement dangereux, c'est qu'aujourd'hui l'Union européenne est en train de s'aligner sur un narratif américain qui fait de la Russie un ennemi, mais qui fait derrière la Russie de la Chine un ennemi. Cette position de confrontation me paraît dangereuse, elle me paraît mutuellement destructrice, et elle me paraît surtout ne pas correspondre à la réalité. Parce que je ne vois rien dans les déclarations de la Russie, dans la position stratégique de la Russie, je ne vois pas aujourd'hui quelles sont les menaces pour l'Europe de l'Ouest. Donc pour vous, l'attitude du président français n'est pas assez indépendante. Je pense que la France doit manifester une plus grande indépendance. Être allié, je le répète, n'est pas être soumis, et être allié n'est pas être suiviste. Je me permettrai de rappeler des expériences récentes. La France a été grande quand au temps de Michel Joubert, elle a tenté de s'opposer à une politique américaine qui visait à aligner tous les pays de l'Occident contre le reste du monde. C'était prémonitoire. La France a été grande quand, par la parole inspirée de Dominique de Villepin, elle s'est opposée à des opérations américaines dont on sait les catastrophes auxquelles elles ont donné lieu, que ce soit en Afghanistan ou que ce soit en Irak. Bref, la France a été grande quand elle a su dire non et ne pas se laisser enrôler dans des opérations qui n'étaient pas de son intérêt national et qui ne servaient pas la paix dans le monde. Et ce que je souhaite pour ma part, c'est que la France retrouve l'indépendance qui lui permette d'être un faiseur de paix
respecté par toutes les parties en présence. Parce que j'observe que dans un certain nombre de situations de conflit aujourd'hui, la France n'est plus mise en avant, la France n'est plus sollicitée, parce que si la France est dans une position de suivisme, mieux vaut aller parler directement à Washington que faire escale à Paris. Alors, dernière question par rapport à la guerre en Ukraine. Puisque vous ne semblez pas approuver le soutien ferme de la présidente française à l'Ukraine, est-ce que cela veut dire pour autant que vous comprenez en fait l'attitude de Poutine lorsqu'il a lancé ce conflit, on va dire ce conflit militaire spécial, pour reprendre ces termes, en Ukraine? Si l'on reprend par les choses par le début, je l'ai dit, cette guerre aurait dû et aurait pu être évitée si les accords de Minsk avaient été respectés et si l'Ukraine avait accordé aux provinces de l'Est et à la Crimée l'état de semi-autonomie qui aurait dû être le leur. La question de la Crimée est une question à part puisque la Crimée est restée occupée par la Russie. La Crimée fait toujours partie de la Russie. Je pense qu'un règlement global aurait pu avoir lieu, éventuellement sur la base d'une consultation populaire sous contrôle international, et que nous aurions peut-être pu éviter la guerre. Je pense que l'intérêt américain, tel qu'il a été très clair après les opérations de Maïdan, était de provoquer le conflit. On en a eu la révélation avec les aveux absolument stupéfiants de Madame Merkel et de l'ancien président français, M. Hollande, qui ont dit on a signé les accords de Minsk, mais c'était juste pour donner le temps à l'Ukraine de s'armer et de préparer un conflit avec la Russie. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'il ne s'agit pas pour moi de défendre l'opération spéciale en Russie. Il s'agit de souligner que nous sommes sur un drame qui aura peut-être coûté à la fin la vie à 1 million de jeunes courageux Ukrainiens, de jeunes et courageux Russes, et pour eux pour rien. Tout simplement parce que sur la base d'un statut d'autonomie concédé aux régions russophones, cette guerre aurait pu être évitée. Et je regrette que la voix de la France ne se soit pas fait entendre plus fortement à cette occasion. J'observe d'ailleurs que la Chine, à plusieurs reprises, a tenté d'être un faiseur de paix. En effet. Et pourtant, cette guerre, elle est en train de s'enliser. Et déjà, il y a quelques jours, la radio parle de l'échec, justement, de cette, on va dire, de la part des Ukrainiens. Et aussi des Européens qui ont soutenu les Ukrainiens. C'est probablement ce qui est très menaçant, puisque l'on voit bien qu'à la veille d'une élection présidentielle majeure, les États-Unis tentent à se désengager. Est-ce que l'Union européenne va porter le poids, elle seule, d'une guerre qui ne peut pas être gagnée? Est-ce que l'Union européenne va prendre le risque d'augmenter la conflictualité, d'augmenter l'intensité de la guerre, au risque de provoquer une réponse russe d'un autre niveau? Je trouve que tout ceci devrait être examiné avec beaucoup de recul, sans passion, avec beaucoup de réalisme, et dans la seule optique de l'intérêt national de la France. Et je ne suis pas sûr que l'intérêt national de la France aujourd'hui soit le mieux servi par les décisions et les orientations qui sont prises. Maintenant, on va revenir sur les relations entre la Chine et la France. Vous avez un point de vue selon lequel les relations entre la Chine et la France n'ont jamais été interrompues depuis 1964. C'est un fait que tout le monde a observé. Selon vous, c'est la globalisation qui les a modifiés. Pourquoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, la place respective de la Chine et de la France sur l'échiquier international, la place respective de la Chine et de la France dans l'économie mondiale, la place respective de la Chine et de la France dans le commerce mondial, ne sont absolument plus aujourd'hui ce qu'elles étaient en 1964. Voilà pourquoi les relations ont changé, mais voilà pourquoi aussi la France a, et notamment depuis l'ouverture de la Chine présidée par M. Deng Xiaoping, la France a considérablement accru ses échanges avec la Chine. On ne peut que s'en féliciter parce que cela a certainement permis à nos deux pays de bénéficier de ces relations commerciales et de ces échanges intensifs. On ne peut en même temps qu'être prudent au fait que ces échanges ne doivent pas nuire à l'indépendance nationale et ne doivent pas nuire à l'autonomie stratégique. Et pour ma part, je pense très important que chacun de nos deux pays réexamine ses relations sous l'angle à la fois de l'intérêt financier et marchand
mais aussi sous l'angle de notre autonomie stratégique. Alors, la première critique adressée à la France lors de la reconnaissance de la République populaire de Chine par le général de Gaulle reposait notamment sur la nature du régime politique chinois, un régime communiste, autoritaire pour l'Occident. Est-ce que cette critique qui porte sur l'opposition des systèmes politiques, est-ce qu'elle est toujours valable aujourd'hui ? D'abord, le général de Gaulle a reconnu la Chine. Je ne parlerai pas de la Chine éternelle, mais je vous rappellerai que le général de Gaulle parlait toujours de la Russie soviétique, pas de l'URSS. Pour le général de Gaulle, tôt ou tard, les régimes passent, les idéologies changent, la Russie est éternelle, comme est la Chine. Et le général de Gaulle, dans son acte diplomatique majeur de 1964, reconnaissait la Chine, quel que soit son régime et quelle que soit l'idéologie qui était la sienne à ce moment-là. Aujourd'hui, les choses se posent sans doute de manière très différente. Je suis toujours impressionné par les opérations de China bashing, le contrôle de la population, la télésurveillance, la reconnaissance faciale, le tout numérique, etc., qui me pose personnellement un problème quand je suis à Pékin, parce que quand vous n'avez pas accès à WeChat et quand vous n'avez pas l'habitude de tout réserver, par exemple les taxis, par exemple les entrées des musées, les entrées de squares, etc., vous avez une vraie difficulté à vivre et à vous déplacer dans Pékin. Mais ce que j'observe, c'est l'étonnante convergence dirigée par les techniques. Parce que de plus en plus, dans nos capitales européennes, dans notre vie d'Européens, nous voyons la télésurveillance, nous voyons la reconnaissance faciale, nous voyons un suivi, un contrôle de l'information, un suivi et un contrôle des données, un suivi et un contrôle des débats, des opinions publiques, des expressions publiques. Et donc, ce qui me paraît trop peu souligné par les observateurs, c'est que sous l'égide de techniques sur lesquelles en fait les politiques ont très peu de maîtrise, nos mondes quotidiens, notre manière de vivre et la manière dont le contrôle politique et les pouvoirs s'exercent sur les individus sont en train de devenir extraordinairement convergents. Je pense qu'il y a un thème majeur de réflexion politique parce que certaines de nos sociétés libérales deviennent extraordinairement autoritaires et dans la vie quotidienne, un certain nombre de régimes que l'on dit autoritaires laissent beaucoup plus de liberté à la vie quotidienne de leurs citoyens. Est-ce que vous êtes en train de faire référence à la Chine, par exemple, en disant cela? Eh bien, à l'occasion d'un... Puisque vous connaissez bien la Chine, vous y allez souvent. Nous nous posons beaucoup de questions sur les libertés individuelles, sur notre manière de nous déplacer, sur notre manière de payer, avec un attachement par exemple au paiement en espèces, qui nous paraît constituer fondamentalement une de nos libertés citoyennes. Ce que j'ai observé lors de mes séjours en Chine, encore tout récemment, c'est que mes interlocuteurs chinois ne se posent pas beaucoup ce genre de questions. Pour mes interlocuteurs chinois, ce qui compte, c'est la facilité dans la vie quotidienne. C'est facile de tout payer avec l'écran de son smartphone. C'est facile de tout réserver en quelques clics, que ce soit les taxis, que ce soit les trains, les avions, etc. etc. Je pense que c'est un sujet de réflexion pour nos démocraties libérales. Quel doit être le mode de vie auquel nous aspirons? Que signifie le mot liberté individuelle dans la société de demain? Et surtout, est-ce que ce sont les techniques qui décident de notre mode de vie ou est-ce que nous gardons une certaine autonomie par rapport à ce que les techniques nous permettent de faire? Je pense que c'est un sujet politique absolument majeur et je déplore pour ma part qu'il y ait très peu d'expression politique sur ce sujet. Dans la réalité, il me semble que les techniques nous dirigent comme elles dirigent la Chine. Vous qui êtes membre du Parlement européen, vous pouvez lancer ce débat de façon très sérieuse, par exemple. Oui, je l'ai lancé par exemple tout récemment sur la monnaie digitale de banque centrale, parce que je pense que des risques de confiscation d'épargne et aussi des risques de contrôle de toutes les dépenses individuelles me paraissent poser un problème politique qui doit être débattu. Je pense que sur tous ces sujets d'avancée technique, la question n'est pas d'être pour ou contre, parce que là où elle présente des progrès, il faut naturellement avancer. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut en être conscient, en débattre et faire des choix. Et je regrette qu'il y ait assez peu de débats sur ces sujets, et je regrette que beaucoup des choix sont en fait laissés aux apprentis sorciers de la technique. S'il y a peu de choix, s'il y a peu de réflexion en la matière, c'est peut-être parce que, là encore une fois, je parle sous votre contrôle, hein, en matière d'intelligence artificielle, par exemple, en matière de haute technologie, l'Europe reste plus ou moins à la traîne par rapport à la Chine, par exemple.
de telle sorte que ce sujet-là n'occupe pas encore le devant de la scène. Nous avons un vrai problème avec nos porteurs d'innovation. Nous avons en Europe un vrai problème avec nos créateurs d'entreprises. J'observe combien de jeunes, talentueux, porteurs d'innovation, porteurs de l'esprit d'entreprise, choisissent de quitter l'Europe. Vous savez combien d'ingénieurs français travaillent aux États-Unis, travaillent en Chine, travaillent en Inde. Vous savez combien d'entrepreneurs français ou européens choisissent d'aller dans d'autres pays. Et je pense qu'il y a là quelque chose de très important que vous soulignez dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je pourrais le souligner aussi dans d'autres domaines. C'est que nous avons probablement une approche un peu malthusienne. Je pense que l'origine n'est pas le refus des techniques. Je pense que l'origine, c'est l'absence ou la faiblesse du débat public sur les techniques. Et je pense qu'au cœur de la décision politique et au cœur du débat politique, le sujet des techniques et le sujet de la maîtrise des techniques doit s'inscrire dans les années à venir. Certes, là-dessus, je partage votre point de vue, mais d'un autre côté, sur le plan purement technologique, on observe quand même l'absence de, on va dire, de grandes puissances, enfin de grandes entreprises importantes, leaders dans le domaine de la haute technologie, les GAFA, les PETA, ils sont tous soit aux États-Unis, soit en Chine, mais pas en Europe, quand même. Je partage votre constat. C'est peut-être pour cela que ça n'inspire pas trop les hommes politiques qui ont, passez-moi l'expression, d'autres chats à fouetter. Alors je pense qu'il y a un retard considérable des hommes politiques sur la réalité des nouveaux pouvoirs. Quand vous parlez des géants du numérique, des géants du digital, je parlerai volontiers des géants du paiement sans contact, je parlerai volontiers des géants du traitement des données, etc. Je pourrais parler des géants des biotechnologies de la même manière. Nous sommes sur des nouveaux pouvoirs. Et nos politiques, je pense, sont très en retard sur la conscience de ce que ces nouveaux pouvoirs sont capables de faire et sont capables d'imposer. Je me permettrai de vous rappeler quelques souvenirs historiques. La France, avec M. Moreno, a été le pays qui a inventé la carte à puce. La France a été très largement dépossédée de cette invention par des investisseurs et par des opérations américaines. Je vous rappelle que la France, avec Alcatel, était absolument leader dans le monde sur le plan des télécommunications, des envois de paquets de données, notamment par câble transocéanique. La France a été dépossédée d'Alcatel par une opération fort bien menée par des capitaux américains. Je pourrais continuer la liste, je ne vais pas rappeler Alstom, je ne vais pas rappeler quelques autres entreprises, y compris dans le domaine de l'armement, qui ont été enlevées à l'actionnariat français et au contrôle de la France à la suite d'opérations financières et d'opérations d'influence contre lesquelles il a été très difficile de résister et contre laquelle probablement un certain nombre de nos ministres de l'économie et des finances ou un certain nombre de nos présidents n'ont eu aucune envie de résister. Je pense que si la France avait conservé un certain nombre de ses pépites technologiques, avait su fidéliser les inventeurs de la carte à puce, les inventeurs de centrales nucléaires, les inventeurs d'un certain nombre de sujets aujourd'hui majeurs, je pense à Alcatel, je pense que la situation de la France et de l'Europe serait toute différente. Mais nous avons beaucoup trop souscrit à un libéralisme naïf qui fait que le prix pouvait décider de tout, y compris de la propriété d'entreprises stratégiques. Et je pense pour ma part, et c'est l'un des sujets majeurs de préoccupation des localistes, je pense pour ma part que le prix n'épuise pas la valeur d'une entreprise. Je pense que tout n'est pas à vendre et je pense que dans un certain nombre de domaines, c'est l'intérêt national qui doit prévaloir. En effet. Monsieur Juvin, là, vous êtes en train de faire une critique à peine voilée contre les Américains pour dire les choses de façon tout à fait transparente ou ouverte, notamment en ce qui concerne le démantèlement d'Alstom. Et pourquoi alors cette, on va dire, on a l'impression que, du moins en ce qui concerne Alstom, ça découlait d'une stratégie organisée de la part des Américains. J'ai beaucoup de respect pour la manière dont la puissance américaine conduit ses affaires. Dans le monde, la conscience et la connaissance qu'ont les entreprises américaines de leurs concurrents est absolument sans pareil. J'étais récemment et je m'intéressais au domaine du véhicule électrique. Il est extraordinairement impressionnant de voir à quel point
les acteurs américains de la filière des véhicules électriques connaissent jusqu'au plus petit détail de ce qui se passe au Vietnam, de ce qui se passe en Inde, évidemment de ce qui se passe en Chine. Je ne vais pas citer BYD, etc. Mais nos interlocuteurs américains ont une extraordinaire capacité à recueillir de l'information et à savoir tout ce qui se passe sur les marchés qui les intéressent et sur les marchés qui les concernent. Je déplore pour ma part qu'un certain nombre d'entreprises européennes, et la France et l'Europe en général, soient infiniment moins aptes à aller chercher l'information, à se tenir en veille, et surtout à avoir cette forme de paranoïa qui fait les grands entrepreneurs et les grandes entreprises. Eh bien, en la matière, franchement, la France et l'Europe, d'une manière générale, a du pain sur la planche. Hein. Je pense que cela procède d'un sujet que je crois extrêmement important, et je vais revenir à la diplomatie et à la politique internationale. Je déplore pour ma part que l'Union européenne, et hélas quelquefois la France, reste dans une position de donneur de leçons, fasse des leçons au reste du monde. C'est très clair dans la position de la France avec l'Afrique, avec quelques autres pays, comme si le monde entier attendait que l'Europe ou la France lui dise ce qu'il devait faire. Il est très clair que le monde ne nous attend plus. Il est très clair que le monde se réclame de principes que nous avons trahis. Je pense notamment à la saisie totalement illégale des avoirs de la Banque centrale de Russie. Je pense à un certain nombre d'autres opérations. Le monde nous reproche de trahir les principes que nous lui avons enseignés, et le monde nous reproche d'adopter un double standard. Faites ce que je vous dis de faire, ne faites pas ce que je fais. Ceci nous rapproche du sujet de l'éloignement de l'Europe et de la France du reste du monde. Le monde ne supporte plus nos leçons et le monde ne supporte plus nos leçons de morale. Je pense que toute reconstruction d'une diplomatie française indépendante et autonome doit partir de ce constat. Nous ne sommes plus dans la position de faire la leçon au reste du monde. Et je pense que ce devrait être l'un des guides les plus assurés au renouveau de nos relations. Je pense particulièrement avec les pays africains où la France est en train de perdre pied. Mais je pense naturellement aux pays de ce nouvel Eldorado de la croissance que va être l'océan Indien, avec une population jeune, une population bien formée. Je pense que tous ces pays ne supportent plus les leçons de choses. Je pense que dans tous ces pays, nous devons avoir une position de respect mutuel, de coopération, mais jamais dans la position du donneur de leçons. Alors, pour revenir à la France, et en particulier aux relations sino-françaises, ou plutôt franco-chinoises, eh bien, on sait que l'accueil réservé au président français lors de sa visite d'État en Chine en avril 2023 a été particulièrement chaleureux. Quelle est selon vous, ou quelle devrait être selon vous, la place de la France dans le monde alors? Vous êtes très ambitieuse en parlant de la place de la France dans le monde. Je pense qu'il est plus sage de parler des relations de la France avec les différents pays, avec les différents continents. Vous évoquiez la réception très chaleureuse qui a été réservée au président Emmanuel Macron en Chine. Je me permettrai de vous rappeler la semaine dernière la réception également très chaleureuse qui a été accordée au président Emmanuel Macron lors de la fête nationale de l'Inde, qui a vu d'ailleurs des troupes françaises défiler à Delhi à l'occasion de la fête nationale de l'Inde. Cela signifie que la France garde une voix dans le monde. Et je pense que si le président Emmanuel Macron bénéficie de cet accueil chaleureux, c'est notamment à cause de ce concept d'autonomie stratégique. Je pense que c'est aussi parce que nombre de pays dans le monde entendent bien que la France fasse entendre une voix particulière, une voix indépendante, et une voix de faiseuse de paix, et une voix d'intermédiaire de la paix. Et pour ma part, c'est tout le rôle que je souhaite que joue la diplomatie et joue la politique étrangère de la France dans l'avenir. Espérons-le. Dernière question, vous êtes président fondateur du mouvement Les Localistes. Alors, quand on parle du localisme, on a tendance à penser qu'il s'agit plutôt du protectionnisme, de la fermeture des frontières et de la rupture avec le monde extérieur. Qu'en est-il vraiment ? Alors c'est exactement l'inverse. Pour moi, le localisme, c'est d'abord remettre la démocratie sur ses pieds. Aujourd'hui, dans le cadre de l'Union européenne, tout vient d'en haut. Tout est décidé par Mme Ursula von der Leyen, par la Commission européenne. On sait bien que le Parlement a généralement une fonction d'enregistrement et que le Parlement ne dispose pas réellement d'un pouvoir. D'ailleurs, le Parlement n'est pas réellement représentatif.
et n'est pas une assemblée élue au sens où le sont par exemple les parlements nationaux. Tout ceci veut dire qu'il y a urgence en Europe et en France à rétablir ce qu'est le propre de la démocratie, un pouvoir qui vienne d'en bas. J'observe pour ma part que lors d'un récent voyage en Chine, on m'a beaucoup évoqué cette organisation qui part d'en bas et qui tâche de faire que tous les problèmes se règlent au plus niveau possible. Ceci s'appelle la subsidiarité. Eh bien, le mouvement des localistes vise à recréer de la subsidiarité. Les problèmes doivent se régler au plus proche niveau du terrain possible. Le localisme, c'est tout à fait autre chose sur le plan économique. C'est l'excellence de nos territoires qui nous permet de se projeter dans le monde. C'est l'excellence des huîtres de Bretagne qui leur permet d'être vendues partout dans le monde. Ça a été l'excellence des soieries ou l'excellence des épices qui leur a permis, notamment par la route de la soie, d'être vendues partout dans le monde. C'est évidemment quelque chose qui a à voir avec l'excellence française qui permet à des marques comme LVMH, comme d'autres encore emblématiques du luxe français, je pense naturellement à Hermès, à combien d'autres, qui leur permettent de rayonner partout dans le monde. La mondialisation est destructrice quand elle est une banalisation. Personne n'a envie d'acheter le produit le plus banal au prix le plus bas pour se distinguer. Dans des sociétés qui vont bien, on se distingue parce qu'on trouve des produits d'excellence, et ces produits d'excellence sont porteurs d'un terroir, sont porteurs d'un territoire, sont porteurs d'un lieu, et c'est ce que par exemple les entreprises de luxe françaises, comme les entreprises d'excellence chinoises, font rayonner partout dans le monde. Eh bien, je pense que c'est la voie d'une vraie coopération entre les peuples, je pense que c'est la voie du respect mutuel, et je pense surtout que c'est la voie de l'enrichissement mutuel. Si nous allons vers une uniformisation, une normalisation, une standardisation généralisée, nous ne faisons que nous appauvrir en détruisant nos différences. Je pense que nous devons nous enrichir de nos différences collectives. Ça signifie renouer avec nos traditions, ça signifie renouer avec le meilleur de nos territoires, et ça signifie donner à nos PME, donner à nos territoires, la chance de rencontrer le monde. Dans ce cas-là, il ne me reste plus qu'à souhaiter beaucoup de succès pour votre mouvement, les localistes. À bientôt. Je vous remercie. À bientôt.